Gormanien, Gormanienne, parlons Star Wars. Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous donner mon avis sur ces épisodes 4, 5 et 6 d'Andor saison 2. Vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Je commence d'abord par vous donner les points positifs que j'ai trouvés aux épisodes. On essaye de rentrer un petit peu dans le détail, de développer et décortiquer tout ça. Je vous donne ensuite mes points négatifs et je vais pas vous spoiler entièrement la vidéo, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Je m'appuie là-dessus pour vous donner mon avis global et enfin on finit avec ma note sur la fameuse échelle du Jar Jar. Avant toute chose, je voulais m'excuser les amis parce que je vous avais dit que je sortais les vidéos réaction le mercredi à 18 h. Vous voyez que j'ai un peu de mal à tenir l'horaire. Écoutez, il y a 2h30 de visionnage d'épisodes à faire. Au final, j'ai un petit peu de mal. Je suis toujours à la limite sur le montage. Donc vous savez quoi, pas de chichi entre nous. On va se dire que je sors la vidéo dès qu'elle est prête. Donc généralement entre 18 et 20 h. Soyez à l'affût. Cochez la petite cloche pour être sûr de rien louper au moment où la vidéo sort. Et puisqu'on en est à cocher la cloche, les amis, n'oubliez pas pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de me montrer que vous me soutenez si jamais vous aimez ce que je fais. Et likez la vidéo en fin de visionnage si elle vous a plu, c'est le meilleur moyen pour me donner un petit coup de pouce et qu'elle soit un petit peu plus visible. On perd pas plus de temps les amis, voici mon avis sur les épisodes 4, 5 et 6 de la saison 2 d'Andor. Pour commencer avec les points positifs, la chose que j'ai peut-être le plus appréciée dans ces 3 épisodes, c'est le fait que nous n'ayons affaire qu'à une seule histoire qui est absolument palpitante. Alors bien sûr, on suit plusieurs personnages dans des endroits différents et qui n'ont pas forcément les mêmes missions ou objectifs, mais ils sont tous liés par la situation de Gorman. On va retrouver le BSI et leur espion Cyril en train d'essayer d'infiltrer le front de libération de Gorman afin de se renseigner sur eux et à terme les arrêter. On a Cassian qui va lui aussi nouer des contacts avec ces rebelles de Gorman pour évaluer leurs forces et pouvoir les conseiller. Vel et Cinta vont elles se réunir afin d'encadrer les Gormaniens dans leur première action de résistance à l'Empire. Luten et Kleya organisent de Coruscant les missions de Cassian, Vel et Cinta tout en essayant de ne pas se faire démasquer. Et Mon Mothma se bat politiquement pour trouver des alliés au Sénat afin de voter des textes contrecarrant les lois d'exception ultra sécuritaires édictées par l'empereur. Ces lois devenant permanentes pour soi-disant veiller à l'ordre public mais qui au final lui donnent les mains libres pour une répression sans pitié des mouvements rebelles naissant dans la galaxie. Vous comprenez donc bien le lien direct qu'il y a à faire avec les événements se déroulant sur Gorman. Il n'y a que la situation de Wilmon sur Tkar avec Saw Gerrera qui n'est pas directement lié aux autres histoires, à moins qu'on apprenne que le vol d'Iridium qu'il effectue serve à quelque chose qui impliquera les autres personnages par la suite, mais pour l'instant on n'en sait rien. Donc un seul fil rouge à suivre, ce qui est vraiment appréciable, parce que oui, j'ai beaucoup aimé le premier arc avec les 3 premiers épisodes, mais c'était plus une formidable mise en contexte et un objet esthétique fabuleux qu'une histoire cohérente et qui avance, étant donné qu'on suivait des situations bien distinctes et n'ayant pas de lien entre elles. Donc l'histoire avance, oui, à quel rythme on en reparlera un peu plus tard, mais les choses évoluent, à commencer par le personnage principal, Cassian, qui était un peu mis sur la touche dans l'arc précédent, et qui va là démontrer un tout nouvel aspect de ses compétences. On va le voir pour la première fois se fondre véritablement dans le personnage de son identité de couverture, il va l'incarner avec brio, comme un parfait agent secret. J'ai adoré la scène où il rencontre la fille du leader du Front de Libération de Gorman dans le café, où il ne quitte son personnage que quand il est sûr de ne pas pouvoir être démasqué, afin de lui expliquer que ce qu'elle fait n'est pas prudent, puis revient en un instant dans son personnage de styliste, un peu excentrique et maniéré, tout en indiquant qu'il a repéré des gens qui le suivaient qu'il fallait arrêter cela. Bref, il était au sommet de son art. Et c'est bien parce qu'on voit l'évolution de Cassian qu'on a connu en saison 1 efficace pour monter des plans d'action et les exécuter avec de bonnes aptitudes au combat, mais c'est à peu près tout. Il réfléchit pas véritablement aux motivations plus larges que le seul appât du gain, ni aux conséquences plus globales de ses actions. Là, on le voit plus patient, analysant la situation et donc les forces et faiblesses du mouvement insurrectionnel de Gorman, jouant la comédie à la perfection. On sent bien d'ailleurs toute l'influence et le savoir transmis par Luten à Cassian sur cet aspect des choses. Luten étant un véritable maître dans cet art, bien entendu. Cassian prend donc de l'épaisseur en tant que rebelle, mais qui, on le sent, a encore des choses à apprendre, car il lui manque une véritable conscience politique, ce qu'il a commencé à nourrir quand même en saison 1 avec Nemik et son manifeste, et qu'il va aussi enrichir avec son expérience aux côtés de Luten bien sûr, et de personnages comme Caro Rylance, le leader de la résistance de Gorman.
Mais Cassian a également une faiblesse qui l'empêche de comprendre la nécessité d'affronter l'Empire de façon plus ouverte, au risque de nombreux sacrifices. C'est bien entendu son amour pour Bix et sa peur de la mettre en danger. Ça va même le conduire à prendre des risques inconsidérés, en totale opposition avec les précautions qu'il donne aux résistants de Gorman, en allant directement trouver Luten dans sa couverture officielle d'antiquaire de Coruscant, ce qui fait qu'effectivement, la plus grande faiblesse de Cassian pouvant lui faire commettre des grosses erreurs, c'est bien Bix. Alors ça va être très intéressant à suivre, parce que selon moi, le seul moyen et le seul cheminement que je vois pour que Cassian soit le rebelle accompli et totalement dévoué à la cause qu'on voit dans Rogue One, c'est qu'il la perde. On sent bien dans Rogue One qu'il n'a en gros plus rien à perdre, or c'est pas ce qu'on voit là dans la série. J'ai donc peur que la dernière chose qui fera de Cassian un officier rebelle redoutable, c'est bien la mort de Bix. Et honnêtement, j'étais pas fan du personnage en saison 1, mais j'ai vraiment réussi à m'attacher à elle en saison 2. Déjà parce qu'elle traverse dans le premier arc, mais aussi parce qu'elle est en soutien de Cassian, elle lui amène beaucoup de douceur dans ce monde très hostile, à l'inverse de la première saison où elle était souvent en opposition avec lui d'une façon un peu incompréhensible. Donc son destin va m'affecter, je le sens. Autre évolution, c'est aussi ce qui se passe pour Luten et Kleya, qui on le sent commencent à être un peu dépassés par l'ampleur de la tâche qu'ils ont à mener. On le voit avec la scène où Luten s'énerve en expliquant qu'ils sont en train de se noyer sous le flot d'écoute, d'informations, de messages radio, de secrets, ce qui lui fait perdre le fil. Et je trouve ça tellement intelligent en termes d'écriture, car évidemment, comment on peut croire que deux seules personnes, si brillantes soient-elles, comme le sont Luten et Kleya, puissent centraliser et même gérer toutes les infos venant des quatre coins de la galaxie. Ça rend ça hyper crédible, encore une fois, et malheureusement, c'est aussi ce qui va peut-être leur faire commettre une erreur. Ils en étaient pas loin avec le micro dans la galerie de Sculdun, mais j'ai l'impression que l'étau se resserre quand même. Comme je le disais en début de vidéo, c'est agréable de suivre une histoire qui avance et donc en premier lieu la situation sur Gorman qui va monter progressivement en tension. D'abord avec Cyril qui on pense au début va se rapprocher des habitants de Gorman par compassion, puis on comprend en fait qu'il essaye de s'infiltrer pour le compte du BSI, se sachant écouté et surveillé par la résistance. J'ai adoré encore une fois cette écriture subtile qui nous prend un peu à contre-pied avec des personnages qui jouent double jeu. Bon on a quasiment jamais vu ça dans Star Wars. On voit la population qui commence à s'exaspérer et craindre pour sa sécurité, le front de Gorman qui commence à s'organiser et planifie une première action pour défier l'Empire, ce qui va nous amener à revoir Vel et Cinta en couple afin de les préparer à passer à l'action. La relation Vel-Cinta est donc de nouveau creusée et progresse. Ça serait d'ailleurs intéressant de savoir quel était l'accident qu'a connu Cinta l'année précédente, car on la quitte en fin d'épisode 3 chargée d'éliminer Tekolma comme on peut s'en douter. Est-ce que c'est au cours de cette mission qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que du coup Tay est encore en vie? Ça aurait été bien d'explorer ça, mais les retrouvailles furent de courte durée, j'ai envie de dire, avec l'attaque du convoi impérial par le front, qui conduira à la mort accidentelle de Cinta. On a donc de la tension tout au long de cet arc qui nous amène à de l'action. Alors oui, on n'est pas sur une scène de bataille épique avec des tirs de blaster dans tous les sens, mais on a la construction d'une situation au fil des 3 épisodes pour une résolution à la fin de l'arc, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de faire du surplace, comme ça a pu être le cas pour les 3 premiers épisodes. En plus de ces événements à l'échelle de la planète, on va observer l'évolution à l'échelle galactique avec ce qu'entraîne la situation de Gorman au Sénat impérial. C'est donc là qu'on va retrouver Mon Mothma qui va tenter d'user de son influence pour alerter une nouvelle fois ses collègues sénateurs aux dangers tyranniques de l'Empire, qui s'accroît au fur et à mesure des lois et directives votées ou décrétées par l'Empereur. C'est passionnant de voir ce qu'il reste du parlementarisme au Sénat, à un moment où on pensait que Palpatine avait un contrôle absolu sur la galaxie. On se rend compte que l'opposition a encore un petit pouvoir de nuisance politique, mais qui, on le sent, se restreint de jour en jour, notamment dû au fait que les sénateurs n'osent plus entrer en désaccord même inconsciemment, avec l'empereur. C'est ce qui est illustré dans l'échange entre le sénateur de Gorman et Mon Mothma, où on comprend le travail qui a été effectué par Mothma pour stopper l'embargo contre Gorman. Le sénateur aurait toutes les raisons de s'opposer à ces lois, mais il préfère ne pas contrarier l'empereur en pensant que c'est comme cela qu'il protégera le plus sa population, à qui il dit de se tenir tranquille. C'est ce que je voulais voir dans Andor, ce jeu politique avec l'empereur qui grignote pas à pas les libertés de façon subtile, sans que les gens ne s'en rendent vraiment compte, avec un système qui les broie de plus en plus, et tout cela avec la légitimité soi-disant démocratique du Sénat. J'ai adoré ça parce qu'on voit l'évolution de Mon Mothma, arrivant presque au bout de l'impasse politique qui est face à elle, et qui va sûrement l'amener à prendre la décision d'une lutte
plus radicale contre l'Empire. Cette histoire est magnifiée et j'en avais beaucoup parlé la semaine dernière par sa direction artistique et sa réalisation, avec de véritables moments de grâce sur certaines scènes, je trouve. Chaque finale d'épisode est emmenée par une musique magistrale et poétique, avec le départ de Cassian pour Gorman dans l'épisode 4, la vengeance de Bix dans l'épisode 6, et mention spéciale au monologue de Forest Whitaker dans l'épisode 5, qui m'a mis des frissons vraiment en rationalisant sa folie, qui n'est qu'un témoin en fait de sa soif de liberté. C'était magnifique. Encore une fois, les dialogues sont d'une qualité absolument folle, notamment dans les échanges entre Caro Rylance et Cassian et également entre Luten et Cassian à propos de la légitimité et de la méthode pour prendre les armes et se soulever contre l'Empire. J'ai trouvé ces deux passages très inspirants et très justes. Un petit clin d'œil à notre vedette française Thierry Godard qui incarne le personnage de Lésine, que je trouve excellent, autant son écriture que la performance d'acteur. Je trouve la scène où il porte le corps sans vie de Cinta très touchante, il a une intensité dans le regard assez folle et l'interprétation est remarquable. Ça me permet de parler un peu des acteurs et de leur performance car c'est pour moi une des différences majeures avec les autres œuvres de l'univers. On a droit à des comédiens d'une qualité extrêmement rare, bon, qui sont bien aidés par une écriture ultra soignée, mais autant les acteurs principaux, notamment Diego Luna que je trouve de mieux en mieux, que les second rôles sur Gorman sont absolument incroyables. Et j'insiste sur le personnage de Caro Rylance, interprété par Richard Sammel, qu'on connaît bien en France pour avoir joué dans Taxi ou SS-117, mais qui je trouve est parfait en leader de la résistance, dégageant de la bienveillance et de la gentillesse, ce qui est plutôt surprenant étant donné qu'on l'a quasi toujours connu dans des rôles de méchants, et notamment de nazis. Donc le voir de l'autre côté aurait pu nous déranger, mais je trouve que pas du tout. Il est excellent et j'espère voir la suite de son destin mercredi prochain. Au moment où je fais la vidéo, il y a encore peu d'infos qui ont circulé sur le casting de ce deuxième arc et je serais très curieux de connaître la nationalité des comédiens, mais j'ai l'intuition qu'ils sont pour beaucoup européens, pour pas dire français, allemand ou italien, qui sont les principales influences dans la création de l'univers de Gorman, et je vous propose qu'on creuse encore une fois ce lore incroyable auquel on a eu droit sur ces épisodes 4, 5, 6. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais ça me paraissait assez évident que les influences qui ont forgé Gorman en termes de décor, de tenue, de langue et de culture étaient clairement européennes, avec un imaginaire plutôt italien quant au décor, avec ses cafés, terrasses et hôtels, également pour les costumes, avec une touche française qui va clairement s'imposer dans la culture et les références évidentes à la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, sans parler de la langue qui semble s'inspirer du français et peut-être un peu de l'allemand. Ce qui m'amène à dire que je trouve le doublage particulièrement bon, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de comédiens français qui se doublent eux-mêmes. J'ai hâte de découvrir ça quand sortiront les informations. On ajoute aussi ce signe pour se dire bonjour et au revoir, ce qui est un tout petit détail mais qui témoigne de la richesse d'une tradition et qui encore une fois montre à quel point Gilroy et ses équipes ont travaillé à rendre vivant un monde dans le pur style George Lucas. Le lore de Gorman est également retranscrit par son histoire avec ce traumatisme du massacre de Gorman, qui est un événement que je pensais voir à l'écran vu les déclarations de Tony Gilroy avant cette saison 2, mais c'est en fait un événement passé, raconté dans des livres. L'avantage, c'est qu'il y aura donc normalement pas d'incohérence avec ce qui a été raconté, et ça donne encore plus d'épaisseur à la planète et sa population, qui ont donc connu des tragédies, bien entendu causées par l'Empire, et un certain Willow Tarkin. Je sais pas si on se rend bien compte du travail qui a été effectué à enrichir un lore d'une planète où quasi tout était à inventer. C'est d'une telle finesse, d'une telle intelligence que j'avoue en être vraiment subjugué, et si la série ne fait que monter en puissance, je ne sais pas jusqu'où elle va nous amener, mais j'ai hâte de le découvrir. En dehors de Gorman, le lore de l'univers s'agrandit aussi avec la domination de l'empereur sur le Sénat et notamment ce nouveau personnage qui, à la tribune, fait proclamer un serment d'allégeance à l'Empire aux sénateurs. Ce qui rejoint l'anecdote de Cyril sur Gorman avec ses collaborateurs qui doivent prêter serment pour conserver leur poste, ce qui nous rappelle le serment au maréchal Pétain que devaient faire quasiment tous les fonctionnaires pour pouvoir exercer du temps de l'occupation. On peut également voir que la base de Tkar n'a pas seulement servi à la résistance dans l'épisode 7, mais a abrité avant cela les rebelles de Saw Gerrera avant sa destruction au tout début de l'épisode 8, ce qui est une connexion à la postlogie plutôt heureuse, je trouve. Pour rester sur le personnage de Saw, on comprend mieux toute sa complexité, qui va expliquer un peu plus sa mentalité à travers son passé et sa connexion ou dépendance aux vapeurs d'Iridium, ce qui d'ailleurs, à mon avis, est le gaz qu'il respire dans son masque sur Jedha dans Rogue One. C'est donc cette substance et ce qu'il a traversé qui le met dans cet état de folie, l'incitant à utiliser des méthodes radicales pour s'opposer aux impériaux, et notamment aux traîtres, comme on a pu le voir avec l'apprenti de Wilmon, qui au passage a la voix de Kylo Ren en VF, j'en suis sûr. D'ailleurs, était-il vraiment un traître? Car on
connaît aussi la grande paranoïa de Saw Gerrera, et moi je suis pas convaincu de son explication. Je sais pas pour vous, mais... Côté anecdote, il me semblait avoir reconnu une coiffe de la duchesse Satine dans la boutique de Luten, mais en revoyant l'image, il me semble qu'il s'agit plus d'une coiffe Naboo dans le style de la reine Amidala, donc à confirmer, mais j'ai pas de certitude. Et par contre, aucune idée des gants en métal qui apparaissent en gros plan dans l'épisode 6. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai un doute concernant le sénateur Tarsund qu'on voit discuter avec Mon Mothma et qui ressemble beaucoup à Lanöver Willescham, qui était le chancelier de la Nouvelle République qu'on peut voir sur Osnian Prime au moment de sa destruction dans l'épisode 7. Alors c'est un peu plus de 35 ans après ce qu'on est en train de voir, mais je me dis que cette espèce peut vivre vieux et que ça serait super intéressant que ce soit lui pour faire une nouvelle connexion à la postlogie. On finit de parler du lore avec un sénateur qu'on connaît tous parfaitement pour avoir élevé notre princesse préférée. Bail Organa a donc été recasté pour l'occasion et je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas retrouvé Jimmy Smits dans la peau du sénateur d'Alderaan. Mais apparemment pour des questions d'emploi du temps, il n'a pas pu se libérer pour le tournage d'Andor, étant très pris sur le final d'une autre série. C'est donc l'acteur Benjamin Bratt qui le remplace et je pense qu'on aura très vite l'occasion de le revoir, car il n'aurait pas recast un personnage majeur comme celui-là uniquement pour une petite apparition. On pourra donc juger sa performance plus tard, peut-être pour un beau discours au Sénat, et pourquoi pas la naissance officielle de l'Alliance Rebelle. Passons au point négatif, et très sincèrement, je vous avoue ne pas vouloir passer énormément de temps dessus, parce que vu la somme de travail effectuée par l'équipe de la série jusque dans les moindres détails, qu'est-ce que vous voulez dire ? J'aimerais entendre les grands détracteurs de Disney Lucasfilm si prompts à se faire entendre à chaque nouvelle sortie, et parfois à juste titre, mais pour savoir ce qu'ils peuvent véritablement reprocher à cette série. Parce qu'en termes de respect de l'univers, il y a selon moi absolument rien à dire pour le moment. C'est même une déclaration d'amour que fait Tony Gilroy à Star Wars en travaillant le moindre détail de la partie de l'univers qu'il essaye de créer. Alors certains pourront sûrement dire que l'histoire est lente ou que nous avons l'impression de faire du surplace ou encore qu'on s'ennuie car il n'y a pas d'action et juste du blabla. Mais très sincèrement, quand on est fan de cette licence et qu'on est dans la cible qu'a essayé de viser Gilroy sur cette série, je trouve qu'on prend un pied monumental. Mais pour ceux qui ont du mal avec Andor, je pense qu'ils souffrent d'un manque d'action avant tout. Alors oui, sur cet arc, nous avons l'attaque du convoi en fin d'épisode 6, mais il est vrai que c'est pas spectaculaire, loin des standards des scènes d'action qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars. Mais en même temps, c'est le récit qui veut ça, et cette attaque, elle est en vérité totalement contrôlée par l'Empire, et ça fait du bien de voir le BSI aussi puissant, ça fera que renforcer les exploits futurs des rebelles, je trouve. Le rythme global est lent, oui, si on ne parle qu'en termes d'action pure, effectivement, il faut prendre son mal en patience, mais quand vous avez à l'écran autant de construction, de contexte, de situations ou d'enjeux, on peut en aucun cas dire que les épisodes sont creux, car on enrichit le lore chaque minute qui passe. Je veux pas faire le procès d'autres séries, c'est pas l'endroit pour le faire, mais c'est pas parce qu'elles contiennent plus d'action qu'elles sont plus riches, car parfois, au contraire, ça n'a servi que de cache-misère. Pour vous résumer mon avis les amis, j'ai trouvé ce deuxième arc absolument sublime à tout point de vue. Je l'ai préféré aux 3 premiers épisodes car on a un fil conducteur qui lie tous les personnages, ce qui fait qu'on rentre plus dans l'histoire en elle-même. Effectivement, le récit avance assez lentement, mais au profit d'un respect et d'un enrichissement exceptionnel du lore, ce qui excuse absolument tout. Par contre, la mise en contexte est tellement magnifique qu'elle met une énorme pression à la finalité de cette histoire. Mercredi prochain, nous serons censés être 1 an plus tard. Je serais vraiment déçu de ne plus revoir Gorman et que l'histoire s'arrête là, car il faut qu'on ait une vraie résolution à ce qui nous a été installé, quitte à ce que cela soit tragique, car de toute façon, vu la période, on se doute que les choses ne pourront pas finir sur un happy end. Et d'ailleurs, quel est véritablement ce grand bâtiment en construction ? Est-ce que c'est vraiment une armurerie ? A-t-il un lien avec la calquite qui est la ressource convoitée par l'Empire et qui va faire courir tous les risques à Gorman et sa population ? Ou est-ce encore autre chose qui permettra peut-être l'extraction de la calquite et endommagera la planète à jamais ? Ou encore un bâtiment censé nettoyer le peuple de Gorman, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on aura droit à cela dans le prochain épisode avec les travaux du bâtiment terminés pour savoir exactement à quoi il va servir. J'ai tellement hâte. D'une manière générale, que ce soit pour l'arc de Gorman ou la série au global, nous avons affaire à une telle qualité à l'écran qu'un final autre que grandiose serait peut-être un peu décevant et c'est la seule crainte qui m'habite. Passons maintenant à ma note sur l'échelle du Jar Jar et je commencerai par mettre un 8 sur 10 à l'histoire et son écriture. Je laisse quelques points en route parce que je suis sûr qu'il peut y avoir encore plus de rythme à donner à cette histoire, mais en tout cas l'écriture est irréprochable et on est vraiment dans ce qui s'est fait de mieux sur Disney+.
Concernant la direction artistique, je ne peux pas mettre autre chose que 5 sur 5 car il y a beaucoup trop de travail, beaucoup trop de détails, que ce soit sur les décors, sur les costumes, dans la réalisation, avec beaucoup de plans comportant des symboliques, comme Vel et Cinta qui se complètent comme le yin et le yang et qui témoignent d'une recherche tellement minutieuse que ce serait malhonnête de mettre moins que ça. D'autant plus que je trouve la musique de plus en plus présente, accompagnant magistralement certaines scènes, en renforçant leur émotion, que ce soit à travers des thèmes déjà existants, mais judicieusement réutilisés, voire adaptés, ou même de nouvelles compositions. J'ai bien sûr un regret de ne pas pouvoir entendre ce qu'aurait fait Nicolas Britell sur un sujet aussi inspirant que Gorman, mais bon, tant pis. Pour les effets spéciaux, je mettrai un 4 sur 5 car tout est propre, il y en a un peu plus que sur le premier arc, et la plupart du temps en effet pratique, ce qui est vraiment appréciable. Le monde de Gorman, les vaisseaux de la flotte de Guerrera avec leur vibe Rogue One ou les différentes races d'aliens qu'on a pu observer sont toutes parfaites. Néanmoins, c'est pas sur les effets spéciaux que cette série repose, et c'est pour ça que je mettrai pas plus de 4 pour le moment. Ce qui nous donne un magnifique 17 sur 20 qui, je l'espère, sera détrôné dès mercredi prochain. La série montant en régime, j'ai hâte de voir jusqu'où elle peut nous amener et pourquoi pas jusqu'à la note parfaite. Elle en a le potentiel. Les amis, voilà ce que je pouvais vous dire pour mon avis sur ces épisodes 4, 5 et 6 de la saison 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais vraiment débattre avec vous si vous appréciez autant que moi cette série ou si je me fais un film un petit peu tout seul et je m'emballe un petit peu. Surtout, dites-moi si jamais vous critiquez la série et que vous n'êtes pas du tout rentré dedans, ça m'intéresse beaucoup de savoir pourquoi. Encore une fois, le but c'est pas forcément d'être d'accord, c'est surtout d'échanger nos points de vue et de les argumenter pour qu'on puisse comprendre un petit peu le ressenti de chacun. On est tous fans de Star Wars, d'accord? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes fans de Star Wars, donc qu'on aime ou pas cette série, il faut juste qu'on en parle, les amis. D'accord ou pas, si vous aimez ce que je fais, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, ça m'apporte beaucoup de soutien. Et si jamais vous voulez m'aider encore plus, pour rendre un petit peu plus visible cette vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas, likez-la, c'est très gentil. Encore une fois, je vous le rappelle, pour les vidéos réactions, ça sortira pas véritablement le mercredi à 18 h, mais plus entre 18 et 20 h. On fait ça la bonne franquette entre nous. J'espère que vous allez pas m'en tenir rigueur. Et puis par contre, on reste sur les vendredis à 18 h pour la vidéo avis. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous. Dorinex, ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.